2016. À la une des informations, signature d'un protocole d'entente entre Jakarta et Conakry en présence du chef de l'État. Les deux parties s'engagent à intensifier les relations de coopération. Pour mieux préparer la rentrée scolaire prochaine, des élèves s'adonnent à des activités lucratives et d'autres à des cours de révision. Ce dimanche, le Sili Cadet affrontera les moins de 17 ans du Maroc sur son territoire en phase allée du deuxième tour éliminatoire de la CAN 2017. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver dans cette édition que nous démarrons sur la fin du séjour de travail du chef de l'État à Jakarta, où le professeur Alpha Condé a suivi la signature d'un protocole d'entente dans le cadre du renforcement du partenariat entre Jakarta et Conakry dans les domaines spécifiques du commerce et de l'investissement. Explication sur image de notre envoyé spécial Sanassi Keita. La rencontre a permis de sceller un véritable partenariat entre les deux pays, la Guinée et l'Indonésie. Les domaines du commerce et des affaires sont visés par les deux parties. La Chambre de commerce et de l'industrie de l'Indonésie et l'APIP, agence de promotion des investissements privés. Le président de la République, professeur Alpha Condé, cherche à davantage diversifier ses relations. Nous pouvons avoir une coopération gagnant-gagnant avec nos frères d'Indonésie. Nous sommes prêts à leur donner des permis d'exploitation de la bauxite, du fer, de l'or, du diamant, etc. Et aussi à leur permettre d'avoir des beaux ruraux sur 20 ans, 30 ans, 40 ans pour l'agriculture. Et aussi la Guinée a d'immenses possibilités de la pêche. Donc voilà en gros les possibilités d'investissement en Guinée. Nous sommes très en retard, mais ce retard peut être une chance pour nous. Parce qu'avec la révolution actuelle, les nouvelles technologies, le monde peut progresser vite. Donc nous pouvons rattraper notre retard assez rapidement si nous nous mettons au travail, bien sûr. La mécanisation de l'agriculture guinéenne aujourd'hui, en pleine mutation, est aussi un souci du chef de l'État. Nos frères d'Indonésie peuvent installer aussi des usines de montage en Guinée parce que la Guinée est membre de la CEDEAO et la CEDEAO fait 300 millions d'habitants. Donc s'ils ont une usine de montage en Guinée, ils peuvent servir 300 millions d'habitants. En entrant, j'ai vu des tracteurs en bas là qui sont très utiles pour nous, pour les petits paysans. Et hier aussi à Bandung, j'ai vu le 235, l'avion 235 qui peut nous être utile. Et j'ai dit que nous allons être le troisième pays après le Burkina et le Sénégal à nous doter de cet avion. Nous sommes tous membres de la Oumma islamique, nous sommes tous du Sud. Et tout en coopérant avec les pays du monde, nous privilégions la coopération Sud-Sud. En présence du président de la République, professeur Alpha Condé, les responsables des deux parties, la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Indonésie et l'APIP, ont enfin signé ce protocole d'entente. L'objectif étant surtout de promouvoir et de renforcer le partenariat de collaboration entre les deux pays dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'économie. Près de 900 000 $ américains mobilisés par la FAO pour le financement de deux projets utiles au secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La signature de la convention a été obtenue par l'État guinéen. Mohamed Seya Souma nous signe ce reportage. La FAO vient en appui à la Guinée dans sa lutte contre la pauvreté. Deux projets majeurs sont financés par l'institution pour renforcer les mécanismes de lutte contre le phénomène dans un pays où la majorité des populations vit avec moins de 2 $ par jour. Les deux programmes portent essentiellement sur la phase préparatoire du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que l'assistance technique de l'organisation dans ce secteur. Sans recensement officiel, avec des données fiables, on ne peut pas élaborer et concevoir et formuler même des programmes de développement. Je crois que ce programme est tout à fait intéressant, important, de façon à ce que ce soit au niveau gouvernement, que ce soit au niveau partenaire, on puisse tous élaborer des programmes de développement avec des données fiables. Le coût total de cet appui est estimé à près de 900 000 $ américains, ce qui va favoriser la relance de l'actualisation des données structurelles sur le monde rural. Alors que les dernières statistiques remontent à 2010, à Conakry, on annonce la réalisation de ce travail avant la tenue des prochaines planifications. Normalement, un recensement est fait tous les 10 ans. C'est vous dire que nous avons 6 années de retard sur le recensement national de l'agriculture qui couvre à la fois l'agriculture, l'élevage, la pêche, les eaux et forêts.
La réalisation d'une opération statistique dans le secteur agricole est un préalable pour la Guinée, engagée dans le programme mondial de recensement de l'agriculture. La FAO se fixe pour défi d'améliorer les performances des paysans africains. En Guinée, l'objectif est de permettre au gouvernement de garantir l'autosuffisance alimentaire dans le pays d'ici à 2020. Justice avec l'affaire Ousmane Gawal Diallo. Le député de l'UFDG a comparu vendredi au tribunal de première instance de Dixine, poursuivi pour outrage au chef de l'État et incitation à la haine. Son deuxième passage devant la cour d'appel de Dixine est prévu pour le 10 août prochain. Pour une large information sur le dossier Gawal et du colonel Issa Kamara, une conférence de presse animée par le parquet général a été suivie par notre reporter Tcherno Younoussaba. Première comparution de Ousmane Gawal Diallo devant les juges du tribunal de première instance de Dixine ce vendredi. Puis après l'ouverture du procès, les audiences ont été renvoyées à mercredi prochain pour permettre à l'accusé de mieux préparer sa défense. Le député de l'UFDG est accusé d'outrage au chef de l'État, menace de mort et incitation à la haine. À Conakry, le sujet fait débat sur la notion de flagrance. L'occasion pour l'avocat général près la cour d'appel de Conakry de trancher. Quand je parle du député de façon générale par rapport au flagrant délit, vous comprendrez bien que je ne parlerai que de l'immunité. L'immunité qui est une carapace protectrice des députés. Mais cette immunité ne peut pas résister lorsque véritablement le délit qui est reproché à un député tombe ou réunit tous les éléments du délit flagrant. Lors de cette conférence de presse, l'affaire Mali, comme on l'appelle dans les médias, s'invite dans les débats. Le dossier du colonel Issa Kamara a été largement abordé par le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Après l'enquête, il a été découvert qu'il y a des infractions d'ordre militaire, il y a des infractions d'ordre civil. La main a été laissée au procureur militaire pour continuer à instruire les infractions d'ordre militaire. Au jour où nous vous parlons aujourd'hui, il y a 43 victimes qui sont déjà entendues sur procès verbal, 43 victimes civiles. Et de l'autre côté, 34 victimes militaires aussi. Cette rencontre devenue rituelle a permis d'échanger sur la cour d'assises de l'Abbé. Les audiences se tiennent depuis 2 semaines et ont examiné plus de 7 affaires. Des peines allant de l'acquittement à 15 ans de prison ferme sont prononcées, alors que le procureur général de Cancan lui met l'accent sur le jugement de 10 dossiers criminels du ressort. Dans cette autre cour d'assises, plusieurs accusés retenus coupables sont condamnés par la cour. Un temps de liberté provisoire est accordé au député Ousmane Gawal pour mieux préparer l'audience du 10 août. Fin des travaux de la réunion statutaire de la ZMAO à Conakry. 5 jours de travaux ont permis de sortir un bilan qui, selon l'opinion des participants, est globalement positif, comme nous le confirme ce commentaire de Alassane Diogobari. Cette série de réunions statutaires de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest s'est déroulée en 3 temps. D'abord, la 39e réunion du comité technique, ensuite la 33e réunion du comité des gouverneurs et pour boucler la boucle, la 36e réunion du conseil de convergence des ministres et des gouverneurs des banques centrales de la ZMAO. Somme toute, c'est un bilan satisfaisant que dresse le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée au terme de l'ensemble des travaux de Conakry. L'ensemble des problèmes abordés ont été adressés avec toute la clarté et toute la franchise nécessaire et les clarifications qu'un certain nombre de dossiers comme l'accélération du processus d'intégration, comme la précision de l'architecture institutionnelle, comme la nécessité d'instaurer au niveau des transactions frontalières une certaine cotation des différentes monnaies, toutes ces questions ont été abordées. Je peux dire qu'au sortir de cette réunion, la voie semble encore un peu plus dégagée. Tous ces efforts d'intégration économique et financière ont pour but de parvenir au lancement d'une monnaie unique de la CEDEAO à l'horizon 2020.
Dans l'actualité également, le cauchemar des automobilistes continue puisque l'on ignore encore la fin des travaux de construction de l'autoroute à kilomètre 36 Koya. Les travaux n'ont pas pu être exécutés à temps par l'entreprise Henan Chine à cause de la lenteur due aux multiples arrêts enregistrés. Le ministère en charge demande un planning actualisé pour l'achèvement des travaux. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. Relancés il y a seulement quelques mois, les travaux de construction de l'autoroute au kilomètre 36 Koya ont du mal à atteindre leur phase de croisière. Pendant ce temps, l'impatience et les difficultés de circuler sont de mise chez les usagers de ce tronçon de l'une des principales routes d'accès de la capitale. Ils devaient mettre tout en œuvre, c'est-à-dire concentrer tous les efforts pour que ce pont au moins puisse sortir définitivement en cette période de pluie. Parce que les travaux de terrassement, tout le monde sait, on ne peut pas le faire. Mais les travaux de bétonnage, tout ce qui est ouvrage d'art, ouvrage hydraulique, ils devaient vraiment être à mesure de donner un maximum d'élan à ces travaux-là. Pour un travail de qualité dans le respect du délai contractuel, les responsables du ministère des Travaux publics demandent à l'entreprise contractuelle un planning actualisé des travaux. Ça reste là-bas. À partir d'ici jusqu'à 36, on a fini une panne. Ça reste l'élargissement pour la route, la chaussée. Vous voyez le caniveau. On a déjà posé tous les caniveaux sur les deux côtés là. Donc je suis sûr, dès que la saison pluie est finie, on démarre la reprise des travaux. Sera fait rapidement. Parmi les différents points de la feuille de route du ministère des Travaux publics figure l'achèvement des travaux de l'autoroute kilomètre 36 Koya en décembre prochain. Un délai difficile à tenir à cause de la lenteur causée par les multiples arrêts que connaît ce chantier. Les conservateurs de la nature viennent de saisir des véhicules contenant des bois au moment où une mesure présidentielle interdit la coupe et la circulation de ces produits ligneux dans notre pays. Les deux véhicules sont immobilisés à Sanoya et Boussoura en attendant de vérifier la légalité des documents fournis par les propriétaires de ces bois. Explication, Nabi Kamara. Au moment où la coupe et la circulation du bois sont interdites sur l'ensemble du territoire national, selon les instructions du président de la République, certains citoyens font la sourde oreille. À Sanoya, dans la commune rurale de Manéa, les conservateurs de la nature viennent d'arrêter un camion transportant une quantité importante de bois. Nous avons saisi ce camion qui provient de l'Inisan, qui contient 499 planches. Nous tenons à découvrir d'où ça vient, où ça va, et nous tenons à déposer à la Direction nationale des eaux et forêts. Au port de Boussoura également, ce sont deux cargaisons de bois qui ont été saisies par un autre groupe de conservateurs. Selon leurs propriétaires, elles proviendraient de la Sierra Leone avec toutes les pièces justificatives. Pour les autorités du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, c'est une fraude. C'est pourquoi ces embarcations doivent être immobilisées et le bois stocké pour toutes fins utiles. Le cas présent, c'est une fraude. Nous sommes venus constater, nous avons dit d'immobiliser, de stocker les stocks qui sont saisis. Aucun accord n'a été signé. Nous avons donné des informations par rapport aux dispositions prises par M. le Président de la République, c'est-à-dire l'interdiction de la coupe et de la circulation du bois. Le directeur général de l'OGUB se dit donc prêt à appliquer la loi comme l'a prévu le Code forestier guinéen. Occupation des élèves pendant les vacances. À Conakry, certains prennent des cours et d'autres s'attellent au petit commerce ou encore à des activités d'utilité publique. Tous ont le même objectif, mieux aborder la prochaine rentrée scolaire. Reportage Abdraman Diallo, commentaire Ça Amaratono. Du primaire au lycée, en passant par le collège, la ferveur est la même. Dans cet établissement, des cours de vacances sont dispensés. Encadreurs et élèves ont le même objectif, consolider les acquis et préparer la prochaine rentrée des classes. Je fais des cours de vacances pour mieux améliorer mon niveau d'ici l'ouverture des classes. Parce que les cours dispensés pendant les vacances, tu peux trouver en classe qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves. Donc tu peux mieux comprendre par rapport à l'année scolaire.
Pour ces apprenants, la reprise des classes se prépare à travers des cours de vacances. Pour d'autres, par contre, l'heure est à la pratique d'activités génératrices de revenus. Par manque de moyens des parents, ils sont nombreux à exercer des petits métiers pour préparer la rentrée scolaire. Je suis venu en vacances à Conakry et j'en profite pour faire du petit commerce pour qu'à l'ouverture, je puisse acheter ma tenue et mes outils scolaires. Quand on est ici, il faut vraiment se débrouiller, surtout quand on est élève. À l'image de ces élèves, plusieurs enfants mettent ces vacances à profit pour mieux préparer l'ouverture prochaine des classes. Des activités qui leur permettent d'aider les parents à soutenir les charges familiales. La vie professionnelle ouvre ses portes à 377 diplômés en licence. C'est la 8e promotion de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. La remise de diplômes a mobilisé autorités, parents et notre correspondant Mamadou Pati Baldé, basé dans la région de Mamou. Après 4 années de formation, les étudiants de l'Institut supérieur de technologie de Mamou reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Pour cette 8e promotion, ils sont au total 377 étudiants, garçons et filles. La présence des laboratoires que nous jugeons indispensables pour chaque institution d'enseignement supérieur nous a permis de lier la théorie à la pratique. Tous ces efforts restent en nous comme source d'espoir. Toutes choses qui font croire que ces diplômés ont désormais toutes les compétences requises pour affronter le marché de l'emploi. Ces initiatives, ces encadrements et ces appuis n'auraient produit aucun effet si les destinataires de tous ces efforts que sont les étudiants n'avaient pas fait preuve de réceptivité et de discipline et manifesté une grande soif d'apprentissage. À l'image des étudiants de la 7e promotion, ceux de la 8e promotion ont tous obtenu leur diplôme de licence. Tous sont des ingénieurs qualifiés spécialisés en énergétique, en mécanique, en technologie biomédicale, en technique de laboratoire, en génie informatique et en instrumentation et mesures physiques. Le projet Child Fund vient de terminer sa mission en Kindia après tant de services rendus aux communautés rurales. Construction et rénovation des infrastructures socio-éducatives dans 8 sous-préfectures de la localité. La population a exprimé sa gratitude à toute l'équipe qui a conduit le projet Child Fund. Djamo Kaba, Algassimouba, reportage. Un diagnostic participatif communautaire, la Fédération Mounafani de Kindia et son partenaire technique et financier viennent en appui à 8 centres éducatifs communautaires de la région de Kindia. La plateforme renforce plusieurs infrastructures sanitaires et éducatives engagées à relever le défi de la scolarisation des enfants dans les zones rurales de la localité. Aujourd'hui a été une réelle journée de joie pour les partenaires qui ont accepté de mettre en œuvre un certain nombre d'activités dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants, mais aussi accompagner le gouvernement guinéen dans sa politique sectorielle. Ce projet est conçu autour d'une stratégie basée sur la formation des enfants au sein des populations locales. Le choix de ces zones met fin au calvaire des enfants vivant dans les localités enclavées de la région. Dans certaines écoles, si nous prenons Séguéa, Koba Kilonde, Fotohoroya, Malaya, ils ont déjà construit des écoles avec des clôtures et en même temps des châteaux d'eau. Ça fait 2 ans que la Fédération Mounamfangi a engagé 15 enseignants communautaires et en les payant, les prenant en charge au point de vue salaire. À Honiahori, par exemple, Child Fund a aménagé des espaces de jeux d'enfants. Les mêmes sont pris en charge par l'institution sur les plans sanitaires et éducatifs. Objectif des institutions, favoriser l'insertion sociale des enfants démunis des zones rurales. Il est complexe, complet et ne peut être reproduit, d'où son importance. C'est le lait maternel. Pour marquer la semaine mondiale de l'allaitement, le ministre de la Santé, dans une déclaration, invite toutes les mères à donner le sein au bébé, car le lait maternel protège l'enfant de plusieurs maladies. Tcherno Margot Fouba, Yayasila.
Allaitement et développement durable, c'est le thème choisi cette année par la communauté internationale pour célébrer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Il s'agit pour tous les pays du monde de démontrer que l'allaitement maternel reste un élément clé de la croissance humaine. Ce thème répond au processus actuel du compte à rebours des objectifs du développement durable, à savoir l'écologie, l'économie et l'équité qui constituent les liens entre les objectifs de développement durable et l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est le moyen naturel et rationnel pour l'alimentation des bébés et des enfants, car abordable pour tout le monde et ne grevant surtout pas le budget des ménages, contrairement aux pratiques onéreuses et malsaines que constituent les préparations pour nourrissons. Selon des spécialistes, l'allaitement maternel contribue de manière essentielle à la santé publique, condition préalable à un développement économique et social durable. La célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel doit être mise à profit durant toute l'année 2016 pour informer les populations sur les nouveaux objectifs de développement durable et de l'apport de l'allaitement maternel et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, adopter l'allaitement comme un élément clé du développement durable, propulser une gamme d'actions à tous les niveaux sur l'allaitement et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans la nouvelle ère des objectifs de développement durable. La célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement vise à activer tous les moyens afin de réduire davantage la mortalité des enfants dans le monde. Retour en Indonésie sur l'île de Yogyakarta où la politique de développement de la santé et de la reproduction fait du chemin. L'impact positif sur la vie des communautés est visible à travers l'enseignement des méthodes dans les lycées islamiques et la pratique de la vasectomie dans les structures spécialisées. Makale Souma, envoyé spécial. À Yogyakarta, la visite du lycée islamique où BKKBN intervient aussi à travers l'enseignement appliqué à la formation a permis aux Guinéens de voir comment les enfants sont formés sur la santé de la reproduction, sur le Coran et les hadiths et surtout comment on leur enseigne à prendre soin de leur corps. Un lycée islamique où étudient près de 700 élèves avec une majorité de filles. Ici, un kit de jeu axé sur la santé de la reproduction permet aux jeunes filles et garçons de savoir comment se comporter dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Abakar, j'ai 17 ans et dans mon école, j'ai la chance d'apprendre toutes les notions liées à la santé de la reproduction. Le dernier site à être visité à Yogyakarta par la délégation guinéenne est l'hôpital An-Nour, qui fait partie du programme de planification familiale en Indonésie. Un hôpital non gouvernemental accrédité comme hôpital national par le ministère des Affaires religieuses. Rien qu'à An-Nour, plus de 500 000 hommes pratiquent chaque année la vasectomie pour ne plus faire des enfants. Notre organisation est spécialisée en urologie, mais surtout, plus spécifiquement, dans le cadre de la planification familiale, nous exerçons ce qu'on appelle ici la vasectomie et aussi la recanalisation. Et donc, c'est vraiment notre force, la force du centre. Après 5 journées de visite dans la ville de Yogyakarta, les délégués guinéens disent avoir beaucoup appris. La religion a servi à éduquer ce peuple, à maîtriser, disons, ce planning. Je suis frappée par le fait que la gestion de la démographie reste l'élément au-delà des mines, au-delà de l'agriculture, au-delà des finances, l'élément de développement durable et un modèle vraiment à imiter. À mon tour, je pense que c'est une sensibilisation que je vais faire au niveau des parlementaires afin qu'une loi puisse être éventuellement adoptée dans notre pays pour réglementer toute cette question de population et de planification familiale. Yogyakarta semble être un bel exemple de maîtrise de la santé de la reproduction en Indonésie, avec pour base fondamentale l'islam. Pour réaliser le succès que connaît la santé de la reproduction dans le pays, cité en exemple dans le monde entier.
Le monde en bref à présent avec le Brésil qui a livré hier une cérémonie d'ouverture mémorable. La Chine à l'heure du bilan du typhon Nida et le Japon qui se souvient aujourd'hui des conséquences de la bombe nucléaire à Hiroshima. Le condensé de ces éléments avec Tcherno Ousmane Diallo. Le Japon a commémoré ce samedi le 71e anniversaire du bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale au Peace Memorial Park de la ville. La cérémonie a eu lieu en présence des survivants de l'attaque, leurs descendants et des représentants de 91 pays. Les différents intervenants, dont le Premier ministre Shinzo Abe, ont plaidé pour le renforcement du traité de non-prolifération nucléaire. En 1945, une bombe atomique lancée sur Hiroshima a tué environ 140 000 personnes. La Chine évalue les pertes dues au typhon Nida. Une personne a été tuée et environ 230 000 ont été touchés. Les autorités estiment à 21 millions de dollars les dommages économiques. Des milliers d'hectares ont été détruits par le typhon depuis lundi à Shenzhen et dans le nord-ouest du pays. Le gouvernement régional de Xinjiang de la Chine a dévoilé hier la première loi locale contre le terrorisme. Sur la base de la loi antiterroriste du pays, cette loi locale stipule que l'extrémisme religieux est la base idéologique du terrorisme et doit être empêché. Elle mentionne qu'il est illégal d'avancer des arguments religieux pour intervenir dans les mariages, les funérailles et les questions d'héritage des autres. Le Brésil n'a pas lésiné sur les moyens pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et rien que pour le spectacle de 4 heures au stade Maracana, 21 millions de dollars ont été dépensés. Le président de Rio 2016, comité organisateur, Carlos Nuzman, a déclaré que les Jeux Olympiques marquent une nouvelle ère pour le Brésil. Ces Jeux, grâce à leur vertu de paix et d'unité, pourraient aider le pays à surmonter ses problèmes économiques et politiques. Sport foot, avant de nous quitter, le Silicadé sera opposé aux moins de 17 ans du Maroc ce dimanche au stade du 28 septembre. La rencontre se tient dans le cadre de la phase aller, deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2017 qui se tiendra à Madagascar. Kadiatou Traoré. C'est une équipe du Silicadé amputée de 6 joueurs clés suite à l'examen de l'IRM. Un examen demandeur qui détermine l'âge exact des jeunes, les moins de 17 ans, qui va affronter les Lionceaux de l'Atlas du Maroc ce dimanche au stade du 28 septembre. Malgré cet état de fait, Souleymane Camara est confiant quant à l'état d'esprit de ses poulains. Un entraîneur doit s'adapter à tout. Je veux y aller avec ce groupe. Je pense que nous allons gagner le match. Moi, tout ce que je peux demander à l'autorité, c'est que ce soit moi ou un autre entraîneur l'année prochaine, de tout faire pour faire la visite médicale à temps pour que l'entraîneur ait une idée sur son équipe. Pour le médecin de l'équipe nationale cadette, Dr Marcel Leno, l'infirmerie est vide et l'état de santé des joueurs est au point. Quant au capitaine du Silicadé, il lance un appel au 12e homme, qui est indispensable dans ce genre de rencontre. On se focalise sur le match du Maroc, c'est le plus important. La qualification, c'est ce qu'on cherche. Tout ce que j'ai à dire au public de Guinée, ils n'ont qu'à venir massivement nous supporter car on a besoin de leur soutien. De l'autre côté, les Lionceaux de l'Atlas qui ont été éliminés par la Guinée en 2014 pour la CAN du Niger 2015 se déplacent en Guinée conséquemment pour venir relever le défi. Même si pour le coach Ben Bekir, l'équipe guinéenne reste méconnue pour les Marocains. Mais il promet un bon spectacle malgré le climat qui joue à leur défaveur. Bonne chance donc au Silicadé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle page d'information. Bonsoir à tous.